Bienvenue, chers voyageurs du temps. Je vais vous faire découvrir comment les habitants de notre fière cité de Carcassonne vivaient au Moyen-Âge. Du lever au coucher du soleil, nous allons voir comment vivait une famille d'artisans il y a 800 ans. À cette époque, les seigneurs de la région, contraints et forcés, laissent progressivement leur place à la royauté française. Alors, tournez bien la tête, vous allez en prendre plein les yeux. Le jour se lève sur la cité de Carcassonne. À l'extérieur des remparts visibles aujourd'hui existait un autre rempart abritant des milliers de citadins. Prenez garde, un cavalier qui va à toute allure. Où en étais-je? Au rempart, regardez la porte au fond. C'était une des portes principales du faubourg. Tous les paysans sont déjà au travail à l'extérieur du faubourg. Leur récolte est essentielle car ce sont les céréales qui permettent de faire le pain, la base de l'alimentation à cette époque. Alors, ne pensez pas que le paysan récupérera toute la récolte. Et non, il devra en laisser une partie au roi ou à l'évêché puisque presque toutes les terres leur appartiennent. Et allez, taxe 1, la dîme ou le cens. Ah tiens, justement, suivons ce paysan qui entre dans la cité. Vous avez vu les gardes? Eh oui, là aussi il faut payer pour rentrer de la marchandise. Et allez, taxe numéro 2, l'octroi. Mais ne cherchez pas cette porte ou les faubourgs aujourd'hui. Ils ont été détruits par Saint-Louis qui construira le deuxième rempart de la cité. Et nous voilà dans la maison de Guillaume, le forgeron. C'est lui qui s'étire au fond de la pièce. Il a l'air fatigué, alors que sous l'escalier, Marcelina, la grand-mère, travaille. Regardez bien tous les détails de la pièce. Pas d'électricité, on s'éclaire à la bougie. Pas de lit, on dort sur des paillasses. Pas de cuisinière, on cuisine tout à la cheminée. Et même pas de frigo, on fait sécher la viande. Mais pas de salle de bain non plus. Regardez Guillaume, il se lave dans la cuisine. Et encore, que ceux qui se voient, comme les mains et le visage. Et oui, à l'époque, on ne se lavait pas entièrement tous les jours. Et pour se chauffer, eh bien c'était les animaux qui partageaient la même pièce pour se chauffer. Les petites fenêtres permettent de garder la chaleur. Bon, du coup, c'est un peu sombre. Bon, on ne va pas parler de l'hygiène, hein, ni même de l'odeur. Ça y est, les hommes sont partis au travail. Raymonda, la femme de Guillaume, est en train de pétrir la pâte à pain. Et Marcelina, la grand-mère de 46 ans, ce qui est très très vieux au Moyen-Âge, est en train de préparer la soupe pour ce soir. Comme ça, elle mijotera toute la journée. Et revoilà Guillaume, mais cette fois dans son atelier de forgeron. Comme dans la majorité des métiers, son fils prendra sa succession. Mais il devra d'abord être apprenti, puis compagnon, et enfin réaliser un chef-d'œuvre pour pouvoir, comme son père, fabriquer des fers à cheval et même des épées, sans oublier tous les outils des artisans carcassonnais. Mais avant tout, il lui faut prêter serment pour entrer dans ce corps de métier et surtout un sacré savoir-faire. Dans les rues de la cité médiévale de Carcassonne, la vie bat son plein. Les commerçants sortent leurs marchandises dans la rue comme un grand marché. Et oui, à l'époque, on ne rentre pas dans la boutique. Le stock fabriqué sur place est sorti sur le pas de porte pour le vendre. Toutes les corporations s'y retrouvent. Les maraîchers, les vanniers étalent les paniers, les tanneurs vendent leur cuir. Le fournier cuit le pain de tous les habitants. Et bien sûr, Guillaume, notre forgeron favori, est au travail. Quel brouhaha! Et voilà Raymonda chez le fournier. Elle vient cuire son pain. En effet, il était interdit d'avoir un four dans sa maison car... Et allez, taxe numéro 3, les banalités qu'il fallait payer au sénéchal, le représentant du roi. Ah bah tiens, le voilà. Il se reconnaît dans son beau costume, avec ses gardes. Au Moyen-Âge, terres agricoles, moulins et fours appartiennent au roi, à l'évêque et au seigneur. On change d'ambiance. Chut, on arrive chez les chanoines. Là, c'est bien plus austère et bien plus silencieux. Vous imaginez, à Carcassonne, nous avions autant de chanoines qu'à Notre-Dame de Paris. Ah, quelle cité! Et c'était impossible de faire sans eux. Ils géraient les terres agricoles, les bois, les forêts et leurs comptes. Ils étaient vraiment riches. Regardez le sellerier, véritable comptable. Ah, il a l'air bien sérieux. Il utilise son boulier, l'ancêtre de la calculatrice. Regardez ce chanoine en train d'écrire.
Les chanoines avaient le privilège de savoir lire et écrire contrairement à la population, et donc détenaient aussi tous les écrits, un véritable pouvoir. Les enfants n'avaient pas la chance d'aller à l'école, mais bon, je n'aimerais pas être à sa place, car pour recopier la Bible, il fallait 1 an. On retrouve Marcelina, la grand-mère. Elle est venue se confier. Les chanoines étaient pour beaucoup de monde leurs confidents. J'aimerais bien savoir ce qu'ils se racontent. Oh tiens, regardez, les tailleurs de pierre sont au travail dans le cloître. Après la victoire sur les Cathares, royauté et église ont la main mise sur Carcassonne et ils rythment la vie des habitants en imposant leur pouvoir. Chut, cette fois-ci, il ne faut vraiment plus parler. Les chanoines partent prier comme 8 fois par jour environ. Allez, on les laisse tranquilles. Allez, nous ressortons du cloître pour retrouver l'animation des rues. Ah, mince, nous n'arrivons pas au bon moment. Une patrouille vient de capturer un hérétique cathare. L'Inquisition a commencé depuis 1233. Le catharisme est encore présent dans la région et dans les murs de la cité. Guillaume et les habitants de la cité sont stupéfaits par la situation. Certains connaissent bien le malheureux. Il sera sans doute interrogé au tribunal de l'Inquisition. Repartons sur des choses plus joyeuses. Mais quel plaisir de se retrouver après le travail. Guillaume joue au dé. Oh, bravo, il a encore gagné. Enfin, un moment convivial, tout le monde en profite pour discuter. Le travail terminé, paysans, marchands, artisans, chanoines et soldats sont dans la rue pour un moment de détente. On échange les dernières nouvelles. Cet instant convivial est le moment de profiter de musiciens, jongleurs. Écoutez ce joueur de flûte applaudi par les habitants de la cité. Il jouera certainement ce soir au château avec son groupe de troubadours. Et juste derrière, nos autres compères sont à la taverne. Les soldats n'ont pas l'air d'échanger beaucoup avec la population. En effet, à l'époque, les soldats viennent du nord de la France et parlent le français, tandis que les habitants de Carcassonne, eux, parlent l'occitan. Allez, il est temps de rentrer à la maison. On n'a pas le droit de rester dehors la nuit, ni même de travailler. Un véritable couvre-feu. Même les gardes ont fermé les portes de la cité médiévale. Regardez comment se déroule une soirée avec la famille de Guillaume. D'abord, on dîne, on boit la soupe dans une écuelle et on mange sur le tranchoir une tranche de pain épaisse. Parce qu'au Moyen-Âge, pas d'assiette, ni de fourchette, juste une cuillère et un couteau et on mange aussi avec les doigts. Avant d'aller se coucher, notre vieille grand-mère raconte des histoires aux enfants. Pour apprendre, pas d'école ni de livres. La transmission est pour la population uniquement orale. Marcelina transmet toutes ses connaissances à travers des histoires et des contes. Oh bah, que fait Raymonda? Elle file la laine. Alors, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais l'histoire du textile fait vraiment partie de la prospérité de Carcassonne. Sur ce, il est temps de laisser la famille de Guillaume aller se coucher. Notre belle cité du Moyen-Âge s'endort. Elle vivra encore bien des aventures, croyez-moi, mais je vous les conterai une autre fois. À dissat, mes chers amis.